J'ai été abandonnée par mon fils le jour de son mariage, mais il ne savait pas ce que j'allais faire pour me relever. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer, votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est précieuse. Mes mains tremblaient en tenant la robe bleue turquoise. Il était déjà plus de 14 heures et le téléphone restait muet. Chaque minute, j'allais à la fenêtre de mon petit appartement à Dijon, espérant voir la voiture que Thomas avait promis d'envoyer pour venir me chercher. Le mariage de mon fils unique devait commencer dans moins d'une heure. J'ai réajusté une fois de plus le chignon que j'avais fait faire chez le coiffeur. J'avais économisé pendant des semaines pour être présentable à la cérémonie. Je ne voulais pas faire honte à mon garçon. Le cadeau que j'avais acheté au marié était toujours sur la table du salon, emballé dans un papier délicat que j'avais choisi avec tant de soin. Le cœur de plus en plus serré, j'ai décidé d'appeler Thomas. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai fait une erreur de numéro 2 fois. Quand j'ai enfin réussi, il a répondu, essoufflé. « Maman, désolé, il y a eu un changement de programme, a-t-il dit, la voix lointaine. La cérémonie a été avancée à cause du photographe. Je n'ai pas eu le temps de prévenir. Je dois raccrocher, on entre dans l'église maintenant. » Le son du téléphone raccroché a résonné dans le silence de mon appartement. Je suis restée immobile, tenant toujours la robe que j'avais passé la matinée entière à ajuster. Une boule s'est formée dans ma gorge quand j'ai réalisé que mon propre fils m'avait exclu du jour le plus important de sa vie. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas seulement le mensonge. Je savais qu'il n'y avait eu aucun changement d'horaire. C'était de savoir que l'appartement où Thomas vivait avec Chloé et où se déroulerait la fête du mariage était payé avec ma retraite d'institutrice. Chaque mois, je consacrais une grande partie de ce que je recevais pour aider mon fils à démarrer dans la vie, comme il disait. Je me suis assise sur le bord du lit, toujours vêtue de ma combinaison, la robe bleue maintenant jetée sur la table de chevet. Les larmes ont commencé à couler silencieusement sur mon visage. Je me suis souvenue de quand Thomas était petit, de comment il courait dans mes bras après l'école, de comment ses petits yeux brillaient quand je rentrais à la maison après une journée entière à donner des cours. Maintenant, à 67 ans, je n'étais plus qu'un inconvénient. Trop simple, comme j'ai entendu Chloé dire une fois, pensant que je n'écoutais pas. Elle venait d'une famille influente de la région, et depuis qu'elle avait commencé à sortir avec mon fils, j'ai remarqué comment il avait changé. Au début, c'était de petites choses, annuler nos déjeuners du dimanche, inventer des engagements, quand je voulais leur rendre visite. Ensuite, les demandes d'argent ont commencé à augmenter. « Maman, on doit meubler l'appartement selon notre standing », disait-il. Et moi, naïve, je continuais à l'aider, pensant qu'ainsi, je garderais mon fils près de moi. Mais chaque centime que je donnais semblait créer plus de distance entre nous. Cet après-midi-là, seule dans mon appartement pendant que mon fils unique se mariait, j'ai réalisé que j'avais perdu non seulement les économies de toute une vie, mais aussi l'amour et le respect de mon garçon. Le pire, c'est que personne à la fête ne savait que l'appartement conquis avec tant d'efforts par Thomas, comme il aimait le dire au cabinet comptable où il travaillait, était en réalité le fruit du sacrifice d'une mère qui ne pouvait même pas être présente pour voir son fils dire « oui ». Je me suis levée lentement et j'ai rangé la robe dans le placard. J'ai enlevé le chignon avec soin, les épingles à cheveux faisant du bruit en tombant dans le lavabo de la salle de bain. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu les yeux rouges d'une femme qui avait tout donné et qui était maintenant vide. Le cadeau est resté sur la table du salon, comme un souvenir douloureux de ce que j'étais devenue dans la vie de mon propre fils. Quelque chose de jetable, qui pouvait être mis de côté quand il n'était plus pratique. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, illuminant le papier d'emballage délicat qui semblait maintenant se moquer de mon ingénuité. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée assise dans mon vieux fauteuil, regardant les lumières de la ville et imaginant la fête qui se déroulait dans l'appartement que je payais moi-même. J'ai pensé à tous les versements qu'il restait à faire, à comment ma retraite suffisait à peine à couvrir les dépenses après avoir aidé Thomas. Mais surtout, j'ai pensé à comment j'en étais arrivée là, une mère non invitée au mariage de son propre fils. Dans les semaines qui ont suivi le mariage,
J'ai essayé de garder contact avec Thomas. J'appelais une fois par semaine, toujours les dimanches après-midi, l'heure que nous avions l'habitude de partager quand il vivait encore avec moi. Mais les excuses se multipliaient, comme des feuilles mortes en automne. « On refait l'appartement, maman. C'est le bazar, disait-il. La semaine suivante, Chloé ne se sent pas bien. Et ensuite, aujourd'hui, on a un rendez-vous avec ses parents. Les refus étaient toujours accompagnés de demandes. « Maman, tu pourrais augmenter un peu le virement ce mois-ci ? Les nouveaux meubles du salon ont coûté plus cher que prévu. » Et moi, avec cet amour aveugle que seule une mère peut avoir, je continuais à envoyer de l'argent. Ma retraite d'institutrice, acquise après 30 ans à enseigner à des enfants, dans les écoles de Dijon, suffisait à peine à couvrir mes propres dépenses. Je devais jongler avec les factures, coupant de petits plaisirs que je m'accordais auparavant. Le café à la boulangerie avec mes anciennes collègues de l'enseignement était devenu un luxe lointain. Le médicament pour la tension, que j'achetais, auparavant à la pharmacie du quartier, je ne pouvais plus l'obtenir qu'au centre de santé, après des heures de queue. Un après-midi particulièrement chaud de février, j'étais au marché du quartier, en train de comparer les prix du riz. J'avais appris à choisir les marques les moins chères quand j'ai entendu une voix familière. « Josette ?» Je n'en crois pas mes oreilles. Quel plaisir de vous revoir !» C'était Madame Lemaire, mon ancienne collègue de l'école primaire. À 71 ans, elle gardait ce sourire accueillant qui réconfortait tant les élèves. Nous nous sommes embrassés là, même, entre les rayons d'épicerie. Son caddie était plein, le mien avec seulement l'essentiel. « J'ai vu votre Thomas l'autre jour dans une galerie marchande », a-t-elle commenté en ajustant ses lunettes. Lui et sa femme faisaient du shopping, parlant d'un voyage à l'étranger qu'ils vont faire prochainement. Il a bien réussi, n'est-ce pas? Vous devez être fier. J'ai senti mon visage brûler. J'ai murmuré quelque chose sur le fait d'être en retard et j'ai dit au revoir rapidement. Sur le chemin du retour, les paroles de Madame Lemaire martelaient dans ma tête. Voyage à l'étranger? Avec quel argent? Le même que j'envoyais tous les mois, imaginant que c'était pour payer l'appartement? Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai passé la nuit à me retourner dans le lit, pensant à toutes les privations que je subissais pendant que mon fils et sa femme vivaient une vie de luxe à mes dépens. Au matin, les yeux lourds d'une nuit agitée, je suis allé à la banque vérifier mon compte. Le relevé bancaire était comme une gifle. Les économies de toute une vie étaient tout presque à zéro. C'est cette même semaine que j'ai rencontré Lucas, le fils de 15 ans de ma voisine. Il m'a vu galérer avec mon vieux portable, essayant de comprendre comment fonctionnaient ces soi-disant réseaux sociaux dont tout le monde parlait. Avec la patience typique des jeunes, il s'est assis avec moi et a commencé à m'enseigner. « Madame Josette, vous voulez voir les photos de votre fils ? Il suffit de chercher ici, » a-t-il dit, ses doigts agiles glissant sur l'écran. Et alors, comme un seau d'eau froide sur ma tête, les images ont commencé à apparaître. L'appartement que j'aidais à payer était complètement transformé. Des meubles qui semblaient coûter plus que ma retraite d'une année entière décoraient chaque pièce. Sur une des photos, Chloé posait élégante devant une table dressée pour un dîner sophistiqué. La légende disait « notre espace de rêve, conquis avec beaucoup de travail et sans l'aide de personne ». Mes mains ont tremblé en voyant les photos suivantes. C'était un dîner pour les parents de Chloé. Thomas levait une coupe de cristal, souriant, pendant qu'il trinquait aux réussites sans raccourci. Le même Thomas qui, la semaine dernière, m'avait demandé de l'argent supplémentaire pour des dépenses urgentes. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais essayé de leur rendre visite. Je n'ai jamais été invitée à un repas complet. J'entendais toujours qu'ils venaient de déjeuner ou qu'ils n'avaient plus de nourriture à la maison. Maintenant, je comprenais. Je ne correspondais pas à cette table élégante, à ces plats sophistiqués, à cette vie qu'ils avaient construite en utilisant mon argent et en niant mon existence. Un matin, 6 mois après le mariage, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée à leur appartement sans prévenir. J'avais besoin de regarder mon fils dans les yeux et de comprendre pourquoi j'avais été exclue du mariage. Thomas a ouvert la porte avec une expression de surprise et d'embarras. « Maman, tu n'as pas prévenu que tu venais, » a-t-il dit, en gardant la porte entr'ouverte, comme s'il craignait que j'entre.
Mon fils, nous devons parler du jour de ton mariage, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Pourquoi m'as-tu menti? Il a soupiré, passant la main dans ses cheveux bien coiffés. Maman, tu ne te serais pas intégrée dans cet environnement. C'était mieux ainsi, crois-moi. En plus, tu sais comme Chloé est exigeante sur les apparences. Avant que je puisse répondre, Chloé est apparue derrière lui. Elle m'a à peine salué, murmurant quelque chose à l'oreille de Thomas. Quelques minutes plus tard, il s'est tourné vers moi. On doit y aller, on a un rendez-vous important. Je suis sortie de cet immeuble luxueux avec les jambes flageolantes et le cœur brisé. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à l'église que je fréquentais, cherchant un peu de réconfort dans la foi qui m'avait toujours soutenue. C'est là que j'ai rencontré Henri, un professeur retraité de 73 ans qui fréquentait également les messes du dimanche. Assis sur le dernier banc de l'église, Henri m'a écouté en silence. Quand j'ai fini de raconter mon histoire, il a pris mes mains ridées entre les siennes et a partagé sa propre expérience. Il avait vécu quelque chose de similaire avec sa fille, mais il avait trouvé la force de recommencer en ouvrant une petite boutique de gâteaux typiques qui prospérait maintenant. « Vous savez, Madame Josette, » a-t-il dit avec cette sagesse, que seules les années apportent. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir à quel point on est fort. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec ces paroles résonnant dans ma tête. J'ai regardé le calendrier sur le mur de la cuisine où j'indiquais tous les jours de paiement de l'appartement de Thomas. Il était temps de faire un choix. Continuer à alimenter cette situation qui me détruisait de l'intérieur ou trouver le courage de changer. Les paroles de Henri ont planté une graine de changement dans mon cœur. Le lendemain matin, je me suis longuement regardée dans le miroir de la salle de bain, observant chaque ride qui marquait mon visage. C'étaient les marques d'une vie dédiée aux autres, à mes élèves pendant 30 ans d'enseignement, à Thomas depuis sa naissance. Mais où était Josette au milieu de tout cela? Où était cette institutrice qui rêvait d'avoir sa propre affaire, qui gardait des chutes de tissu sous son lit, imaginant un jour en faire quelque chose? Cette même semaine, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée au centre de santé du quartier. Madame Dubois, l'assistante sociale qui y travaillait depuis des décennies, m'a accueillie avec un sourire chaleureux. Je lui ai raconté ma situation, comment je me sentais invisible dans la vie de mon propre fils. Elle m'a orientée vers la psychologue du centre, Madame Claire, une jeune femme qui, malgré son jeune âge, avait des yeux doux et expérimentés. « Vous n'avez pas besoin de porter ce poids seul », a dit Madame Claire lors de notre première conversation. Nous allons travailler ensemble pour redécouvrir la Josette qui existe au-delà d'être la mère de Thomas. Les séances hebdomadaires avec Madame Claire étaient comme un baume pour mon âme blessée. Peu à peu, j'ai commencé à voir comment je m'étais annulée au fil des ans, mettant toujours les besoins des autres avant les miens. C'est elle qui m'a encouragée à participer au groupe d'artisanat qui se réunissait à l'église les mercredis. Dans le groupe, j'ai rencontré d'autres femmes qui, comme moi, réapprenaient à rêver. Madame Laurence, de 75 ans, avait recommencé à peindre après le départ de son mari. Madame Picard, à 70 ans, vendait des gâteaux, faits maison pour compléter sa retraite. Et il y avait Madame Geneviève, une dame de 82 ans qui, avec ses mains fermes et ses yeux attentifs, était la meilleure couturière que j'ai jamais rencontrée. « Vous savez, Josette, » a dit Madame Geneviève un après-midi, pendant qu'elle m'apprenait à faire la finition d'une jupe, « vos mains ont du talent. Pourquoi ne pas utiliser cela à votre avantage ?» C'est à ce moment-là, entre des chutes colorées et des conversations sincères, qu'une idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Je me suis souvenu de toutes les fois où mes amis de l'église se plaignaient de ne pas trouver de vêtements adaptés à leur âge. Des pièces qui seraient belles sans être trop jeunes, confortables sans paraître négligées. Un soir, particulièrement difficile, après un autre coup de fil de Thomas me demandant de l'argent, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Les mains tremblantes mais le cœur décidé, j'ai pris le portable que Lucas m'avait appris à utiliser. J'ai annulé le virement automatique que je faisais sur le compte de mon fils. L'argent que je réussissais à économiser, même si peu, a commencé à être gardé pour un rêve qui était endormi depuis longtemps, un atelier de couture spécialisé dans les vêtements pour femmes d'âge mûr. Ce ne serait pas facile, je le savais. Mais pour la première fois depuis des années, je sentais que je faisais quelque chose pour moi-même. J'ai commencé petit,
en transformant mon salon en un espace de travail. La table basse a cédé la place à une machine à coudre, d'occasion que j'ai achetée à Madame Geneviève à un prix d'amis. Les anciens rideaux ont été remplacés par des étagères improvisées où j'ai organisé les tissus que je gardais depuis des années. Madame le maire a été ma première cliente. Quand elle a entendu parler de mon projet, elle a commandé une robe pour le mariage de sa petite fille. « Je veux quelque chose qui me fasse sentir belle, Josette », a-t-elle dit. « Pas ces vêtements. De vieilles qu'on vend partout. » J'ai passé des nuits blanches à travailler sur cette robe. Chaque point était cousu avec soin et attention aux détails. Quand Madame le maire a essayé la pièce finie, ses yeux ont brillé en se voyant dans le miroir. « C'est exactement comme ça que je voulais me sentir », a-t-elle dit, en tournant doucement pour voir le tombé du tissu. La nouvelle s'est répandue rapidement, comme cela arrive dans les villes de province. Bientôt, d'autres dames ont commencé à apparaître, d'abord timidement, puis avec plus de confiance. Chacune apportait une histoire différente, un désir particulier de se sentir belle et valorisée. Madame Durand, une veuve de 68 ans, voulait un ensemble pour le 15e anniversaire de sa petite fille. « Je ne veux pas ressembler à la grand-mère, ringarde sur les photos », a-t-elle confié. Nous avons fait un ensemble jupe et blazer dans une nuance douce de bleu qui l'a rendue radieuse. Madame Martin, à 73 ans, avait besoin de vêtements confortables mais élégants pour ses cours de danse de salon. « J'ai commencé à danser après 70 ans, a-t-elle raconté, et j'ai découvert que la vie peut recommencer à tout âge. » Entre un ourlet et l'autre, entre un essayage et une conversation sincère, mon petit atelier s'est transformé en un espace d'accueil. Les clientes ne venaient pas seulement pour commander des vêtements, elles venaient pour partager des histoires, pour se sentir écoutées et comprises. 3 semaines se sont écoulées sans nouvelles de Thomas. Le silence a été brisé un jeudi soir lorsque mon portable a sonné sans relâche. Sa voix à l'autre bout du fil était chargée de colère. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» a-t-il crié. « La banque menace de reprendre l'appartement. Vous voulez me voir à la rue ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Mais cette fois, c'était différent. La douleur était là, mais avec elle, il y avait quelque chose de nouveau. Une certitude tranquille que je faisais ce qu'il fallait. « Mon fils !» ai-je répondu avec un calme qui nous a surpris tous les deux. « J'ai utilisé toutes mes économies pour t'aider pendant des années. Maintenant, je dois prendre soin de mon avenir. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes ma mère. Vous avez l'obligation de m'aider, » a-t-il continué, la voix mêlant colère et désespoir. Être mère ne signifie pas s'annuler, Thomas. Je l'ai appris tard, mais je l'ai appris. Si tu veux parler correctement, je suis là. Mais je ne peux plus soutenir une vie que tu as construite en m'excluant. J'ai raccroché le téléphone avec les mains tremblantes, mais le cœur ferme. Cette nuit-là, assise entre des chutes et des patrons, j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de regret, c'étaient des larmes de libération. Pour la première fois depuis longtemps, je choisissais mon propre chemin. Le lendemain matin, j'ai reçu un message inattendu de Madame le maire. Elle avait porté la robe que j'avais faite au mariage de sa petite fille, et plusieurs dames voulaient savoir où elle l'avait achetée. « Vous avez besoin de carte de visite, Josette », a-t-elle écrit. « Votre travail mérite d'être connu. » Avec l'aide de Lucas, j'ai créé une page simple sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon travail. « Élégance argentée, la mode qui valorise votre histoire », ai-je suggéré comme nom. Et le garçon a approuvé avec un sourire. « Ça vous ressemble bien, Madame Josette. » Les commandes ont commencé à augmenter. J'ai vite réalisé que j'aurais besoin d'aide. J'ai invité Madame Geneviève à être mon associée. Son expérience serait précieuse. Et elle a accepté avec des larmes dans les yeux. « Je pensais que j'étais trop vieille pour recommencer », a-t-elle avoué. Ensemble, nous avons commencé à transformer mon petit appartement en un véritable atelier. Le salon est devenu salle d'essayage, avec un grand miroir et des rideaux, qui créaient une ambiance chaleureuse. La chambre d'amis, qui gardait tant de souvenirs de quand Thomas me rendait encore visite, a été transformée en atelier de couture. Au milieu de cette transformation, j'ai reçu un appel de Madame Claire. « Vous êtes différente ?» a-t-elle observé lors de notre séance hebdomadaire. « Vos yeux ont un nouvel éclat. J'apprends à être Josette à nouveau, » ai-je répondu, réalisant la vérité dans mes propres mots. Et vous savez quoi ? J'aime beaucoup cette Josette que je suis en train de découvrir.
L'automne est arrivé à Dijon, apportant des vents de changement. Mon petit atelier, qui avait commencé comme un rêve timide, occupait maintenant chaque coin de l'appartement. Les murs, autrefois vides à l'exception de quelques vieilles photos de Thomas, étaient couverts de tissus colorés et de patrons soigneusement organisés. Le bruit des machines à coudre avait remplacé le silence qui avait été si longtemps ma seule compagnie. Madame Geneviève s'est révélée non seulement une excellente associée, mais une véritable amie. Ses mains expertes guidaient de les miennes lorsque nous étions confrontés à un modèle plus complexe, et sa sagesse allait bien au-delà de la couture. Chaque pièce que nous faisons porte une histoire, disait-elle, ajustant ses lunettes. Sur le bout du nez. Nous ne faisons pas que coudre des vêtements, Josette, nous cousons l'estime de soi. Notre renommée grandissait peu à peu, comme une courte pointe qui se forme point par point. Les clientes ne venaient plus seulement de Dijon. Nous avons commencé à recevoir des commandes des villes voisines. Madame Roux, une dame de 67 ans d'Auxerre, a voyagé 3 heures en bus juste pour essayer un ensemble qu'elle avait commandé pour le mariage de son petit-fils. « Vous savez, Madame Josette, » a-t-elle dit pendant l'essayage, les yeux humides en se voyant dans le miroir, « c'est la première fois depuis des années que je ne me sens pas invisible. Vous ne faites pas que des vêtements, vous faites des miracles. » C'est un après-midi particulièrement chargé que j'ai reçu la visite qui allait tout changer. J'étais en train d'ajuster la robe de Madame Dubois, une nouvelle cliente de 65 ans, quand la sonnette a retenti. Madame Geneviève est allée ouvrir et est revenue avec une expression inquiète. « Josette, ce sont les parents de Chloé. » Mon cœur s'est emballé. Le couple Lemaire était debout à l'entrée de mon atelier, semblant déplacé entre les mannequins et les chutes colorées. La mère de Chloé, toujours si élégante dans ses vêtements de marque, tenait son sac en cuir, comme si elle craignait que l'environnement ne puisse la contaminer. « Nous devons parler, » a dit monsieur le maire, sa voix grave résonnant dans le petit espace. « En privé. » J'ai demandé la permission à mes clientes et je les ai conduits jusqu'à la petite cuisine que nous avions improvisée au fond de l'appartement. Madame Geneviève, percevant la tension dans l'air, a commencé à chanter doucement en cousant, comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. « Madame Josette », a commencé la mère de Chloé, mal dissimulant son inconfort en s'asseyant sur la simple chaise en bois, « nous sommes venus exiger que vous remplissiez vos obligations de mère. La banque menace de reprendre l'appartement de notre couple et c'est inadmissible. » Servant un café qu'ils n'ont pas touché, j'ai gardé une voix calme. « S'il vous plaît, racontez-moi ce que Thomas vous a dit à propos de l'appartement. Il nous a raconté que vous, soudainement et sans prévenir, avez coupé l'aide que vous donniez, que vous laissez votre fils unique démuni, » a répondu monsieur le maire, son indignation grandissant à chaque mot. « Une mère ne fait pas ça. » J'ai respiré profondément, sentant l'odeur du café se mélanger à celle des tissus neufs qui étaient arrivés le matin. Pendant un moment, je me suis souvenu du jour du mariage, de comment j'étais restée seule à tenir une robe que je n'ai jamais portée. « Saviez-vous que cet appartement a été acheté avec ma retraite d'institutrice ?» ai-je demandé doucement. « Que pendant des années j'ai compromis ma propre subsistance pour aider Thomas ?» Le silence qui a suivi était pesant. Madame le maire s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. « Thomas nous a dit qu'il avait obtenu l'appartement grâce à son travail au cabinet comptable, » a-t-elle murmuré, sa certitude commençant à vaciller. « Et saviez-vous que je n'ai pas été invitée au mariage ? Que votre gendre a menti en disant que la cérémonie avait été avancée ? » Les mots sont sortis sans amertume, juste chargés d'une vérité longtemps silencieuse. Je me suis levée lentement, et je suis allée jusqu'à un tiroir proche, d'où j'ai tiré une chemise avec des extraits bancaires et des reçus soigneusement organisés. Voici chaque centime que j'ai investi dans cet appartement. Chaque virement que j'ai fait, chaque extra que j'ai envoyé quand Thomas demandait pour meubler la maison selon les normes, ai-je expliqué, posant les papiers sur la table. Pendant ce temps, je coupais les médicaments, économisais sur la nourriture, renonçais à vivre pour qu'il puisse maintenir les apparences. Monsieur le maire a pris les papiers avec des mains légèrement tremblantes. Sa femme, pour la première fois depuis son arrivée, semblait avoir perdu sa pose hautaine. « Mais pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» a-t-elle demandé, sa voix plus douce.
Parce qu'une mère veut toujours voir son fils heureux, ai-je répondu, sentant une larme tenace couler sur mon visage. Même si ce bonheur coûte le sien propre. À ce moment-là, Madame Dubois est apparue à la porte de la cuisine, déjà habillée normalement. « Madame Josette, je venais vous dire au revoir et… Oh, désolé, je ne savais pas que vous étiez occupée. »« Ce n'est pas grave, Madame Dubois, » ai-je souri, essuyant discrètement mon visage. « Votre robe sera prête la semaine prochaine, comme convenu. » La cliente s'est approchée et, à ma grande surprise, m'a donné une accolade chaleureuse. « Vous ? Savez, j'ai parlé de votre atelier à ma fille. Elle ne croyait pas que je pouvais m'habiller aussi bien à mon âge. Maintenant, elle veut venir ici aussi, imaginez un peu. » Après le départ de Madame Dubois, je suis retournée m'asseoir avec les Lemaire. L'atmosphère avait subtilement changé. Madame Lemaire regardait autour d'elle avec d'autres yeux, observant les détails de l'atelier, les sourires des clientes qui étaient encore prises en charge par Madame Geneviève. « Vous avez construit tout ça toute seule ?» a-t-elle demandé, une pointe d'admiration involontaire dans sa voix. « Non », ai-je répondu avec un sourire. « J'ai construit avec l'aide d'autres femmes qui, comme moi, ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Chaque pièce que nous cousons ici porte un peu de l'histoire de celui qui l'a faite et de celui qui va la porter. » Monsieur le maire s'est raclé la gorge, clairement mal à l'aise. « Mais qu'en est-il de l'appartement? Nous ne pouvons pas laisser… Thomas et Chloé ?»« Ils sont jeunes et capables, » ai-je interrompu gentiment. « Ils peuvent travailler et conquérir leurs propres choses, comme je le fais maintenant, à 67 ans. Ce n'est pas une honte de recommencer. La honte, c'est de vivre, d'apparence. » Le couple s'est levé en silence. Madame le maire a hésité à la porte, regardant une robe vert émeraude qui était sur le mannequin. « C'est un nouveau modèle que nous développons, » ai-je expliqué, pour les femmes qui veulent se sentir élégantes sans avoir l'air d'essayer, d'être trop jeunes. Elle a touché le tissu doucement. « C'est très beau, » a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. « Peut-être que je reviendrai un autre jour, pour un essayage. » Après leur départ, Madame Geneviève s'est approchée et a pris ma main. « Vous avez été très digne, Josette. Vous leur avez montré que l'âge n'est pas une limite pour rien. » Cette nuit-là, après la fermeture de l'atelier et que je sois restée seule, j'ai longuement regardé la seule photo de Thomas que je gardais encore au mur, lui enfant, souriant sans dents lors d'une fête d'anniversaire. Mon cœur de mère souffrait, mais c'était une douleur différente maintenant, une douleur qui venait accompagnée d'espoir. Le téléphone a sonné, me surprenant. C'était Lucas, le fils de la voisine qui m'avait tant aidé avec les réseaux sociaux. « Madame Josette, vous devez voir ça, la page de l'atelier cartonne. Cette photo de la robe de Madame le maire que nous avons postée aujourd'hui a déjà… plus de 100 partages. » J'ai souri, pensant à comment la vie fait des tours. Là j'étais, une dame de 67 ans, apprenant les partages et les posts, réinventant ma vie tout en aidant d'autres femmes à se réinventer aussi. Le lendemain matin, en ouvrant l'atelier, j'ai trouvé une enveloppe sous la porte. À l'intérieur se trouvait un chèque, signé par Monsieur le maire, avec la valeur de 3 mois de prêt de l'appartement de Thomas. J'ai pris le chèque avec des mains tremblantes, et après quelques minutes de réflexion profonde, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avoir le courage de faire. Je l'ai déchiré en petits morceaux que j'ai laissés tomber dans la poubelle comme des feuilles d'automne. « Qu'est-ce que tu fais, créature ?» a demandé Madame Geneviève qui venait d'arriver. « Je choisis mon propre chemin », ai-je répondu en allumant la machine à coudre. Maintenant, au travail, nous avons beaucoup d'histoires à coudre aujourd'hui. Le printemps est arrivé à Dijon, apportant des couleurs et des parfums nouveaux. 3 mois se sont écoulés depuis la visite des parents de Chloé, et mon atelier avait grandi plus que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce qui a commencé comme un rêve timide dans un salon occupait maintenant aussi le magasin à côté de mon immeuble, que nous avons loué quand l'espace de l'appartement est devenu trop petit pour tant de rêves. Madame Geneviève et moi ne pouvions plus faire face à toutes les commandes seules. Nous avons embauché 2 couturières, Madame Collin, de 63 ans, qui avait perdu son emploi dans une usine de confection qui a fermé, et Madame Chevalier, de 58 ans, qui a élevé 5 enfants en cousant à la maison et qui maintenant, enfin, avait un contrat de travail pour la première fois de sa vie. Élégance argentée
était devenu plus qu'un atelier. C'était un point de rencontre pour les femmes qui, comme moi, redécouvrirent leurs valeurs. L'après-midi, entre les essayages et les retouches, nous servions du café avec des biscuits et partagions des histoires. Chaque cliente qui entrait apportait avec elle non seulement une demande de vêtements, mais un morceau de vie qui méritait d'être entendu et célébré. Un jeudi particulièrement chargé, j'étais en train d'ajuster la robe de remise de diplôme de la petite fille de Madame le maire quand Lucas est entré en courant dans l'atelier, son visage adolescent rouge d'excitation. « Madame Josette, vous n'allez pas croire. Il y a un reportage sur nous dans le journal de la ville. » C'était vrai. Dans la page économie du journal local, il y avait un article entier sur notre atelier, soulignant comment nous révolutionnions la mode pour les femmes mûres dans la région. La photo montrait Madame Geneviève et moi, souriant entre nos robes colorées, sous le titre « Entrepreneuse au bel âge, comment deux dames changent le marché de la mode à Dijon ». J'ai à peine eu le temps d'absorber l'émotion du reportage que la sonnette a retenti. Mon cœur s'est arrêté un instant en voyant qui était à la porte. Thomas. Mon fils était différent du cadre toujours impeccable que je connaissais. Ses vêtements, bien qu'encore élégants, n'étaient plus de marque. Il y avait des cernes profonds sous ses yeux et une expression que je n'avais jamais vue auparavant, vulnérabilité. « Maman, a-t-il dit doucement, on peut parler ?» J'ai demandé à Madame Geneviève de prendre en charge les essayages et j'ai emmené Thomas dans le petit bureau que nous utilisions maintenant comme bureau. Il a regardé autour de lui, notant les tableaux sur les murs, des photos de nos clientes portant nos créations, chacune avec un sourire radieux sur le visage. « J'ai vu le reportage dans le journal, » a-t-il commencé, en s'asseyant sur la chaise. « En face de mon bureau. Mais en fait, je suis votre travail depuis des semaines sur les réseaux sociaux. Lucas fait un excellent travail en faisant connaître l'atelier. » Je suis restée silencieuse, attendant. Il y avait tant de choses que je voulais dire, tant de mots coincés dans ma gorge, mais quelque chose me disait d'attendre. « Chloé m'a quittée, » a-t-il continué, sa voix se brisant légèrement. Après que nous ayons perdu l'appartement, elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle avait prévu pour sa vie. Qu'elle s'était mariée avec un homme qui a réussi, pas avec un menteur entretenu par sa mère. Chaque mot de lui était comme une aiguille dans mon cœur de mère. Mais j'ai gardé mes mains occupées, pliant et dépliant une chute de soie qui était sur la table. « Je vis dans une chambre louée près du bureau, » a-t-il continué. « C'est petit, mais c'est ce que je peux payer avec mon salaire. Tu sais, maman, pour la première fois de ma vie, je vis avec ce que je gagne. » Vraiment. À ce moment-là, Madame Chevalier a frappé à la porte, portant un plateau avec du café et les biscuits à la cannelle que je gardais toujours dans l'atelier. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir un café ?» a-t-elle dit avec un sourire gentil, posant le plateau sur la table. L'arôme familier du café a rempli la pièce, ramenant des souvenirs de tant de petits déjeuners que Thomas et moi avons partagés au fil des ans avant que tout ne change. Il a pris une tasse avec des mains tremblantes. « Maman, je suis venu te demander pardon, » a-t-il dit finalement, ses yeux rencontrant les miens. « Non seulement pour l'argent, mais pour tout. Pour t'avoir exclu du mariage, pour avoir eu honte. De toi, pour avoir... » Sa voix affaiblie. Et, pour la première fois depuis qu'il était enfant, j'ai vu mon fils pleurer. « Pour avoir été un fils si ingrat, » a-t-il complété entre deux sanglots. Je me suis levée lentement et j'ai fait le tour de la table. J'avais rêvé tant de fois de ce moment, imaginé tant de choses que je dirais. Mais quand l'heure est venue, j'ai juste embrassé mon fils, sentant son corps trembler contre le mien, comme quand il était petit et qu'il avait peur de l'orage. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» a-t-il continué, après s'être un peu calmé. « Voir que pendant que j'essayais de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, tu étais là, à construire quelque chose de réel, quelque chose qui aide les gens. J'ai lu les commentaires sur le profil de l'atelier. J'ai vu les témoignages de vos clientes. Tu fais la différence dans leur vie, maman. » À ce moment-là, nous avons entendu une agitation venant de la boutique. Madame Geneviève est apparue, à la porte, essoufflée. « Josette, tu dois voir ça. Le reportage du journal est devenu viral, la chaîne de télé locale. »
veut faire un reportage sur l'atelier. Thomas s'est levé, essuyant ses yeux. Je devrais y aller, a-t-il dit. Vous devez être occupé. Mon fils, ai-je appelé, quand il était déjà à la porte. Tu sais que tu es diplômé en comptabilité, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de quelqu'un pour organiser les finances de l'atelier. Il s'est arrêté, se retournant lentement. Maman, après tout ce que j'ai fait, le passé est comme une vieille chute de tissu, ai-je interrompu, utilisant une des phrases que Madame Geneviève aimait tant répéter. On peut la jeter ou la transformer en quelque chose de nouveau. Le choix nous appartient. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Le reportage de la chaîne locale s'est transformé en un reportage pour une chaîne nationale. Soudain, notre atelier est devenu un exemple d'entrepreneuriat senior et d'inclusion sociale. Nous avons reçu des invitations à donner des conférences, à participer à des événements, à partager notre histoire. Thomas a pris en charge la partie financière de l'entreprise, travaillant dans le petit bureau pendant ses heures libres après son travail régulier. Peu à peu, il a reconquis non seulement ma confiance, mais aussi le respect de lui-même. Il a appris à vivre avec moins, à valoriser ce qui est réel, à trouver de la joie dans les petites réussites quotidiennes. 6 mois après notre réconciliation, nous avons inauguré notre deuxième boutique, cette fois dans la galerie marchande de la ville. Mais ce n'était pas une boutique quelconque. C'était un espace pensé spécialement pour nos clientes, avec des cabines d'essayage adaptées, des sièges confortables et un café où les dames pouvaient se réunir pour discuter. À la fête d'inauguration, j'ai regardé autour de moi et j'ai à peine pu croire ce que je voyais. Madame le maire était là, éblouissante dans un ensemble que nous avons fait spécialement pour l'occasion. Madame Collin et Madame Chevalier, maintenant associées de l'entreprise, servaient des petits fours aux invités. Lucas, notre directeur marketing à 16 ans, prenait des photos pour les réseaux sociaux. Et Thomas, mon fils, était à la porte, accueillant les clientes avec un sourire sincère, portant une chemise simple mais bien repassée, le badge de élégance argentée brillant sur sa poitrine. C'est alors que j'ai vu une silhouette connue entrer timidement dans la boutique. La mère de Chloé. Elle semblait différente, moins imposante, plus réelle. Elle s'est approchée de moi avec des pas hésitants. « Madame Josette », a-t-elle dit, sa voix basse. « Cette robe vert émeraude, est-elle encore disponible ?» J'ai souri, prenant ses mains entre les miennes. « Venez avec moi. Nous allons trouver quelque chose qui corresponde à votre histoire. » Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que je sois restée seule dans la nouvelle boutique, je me suis assise sur le fauteuil que nous avons placé près de la vitrine. Un espace que nous avons surnommé le coin de la sagesse, où nos clientes les plus âgées aimaient s'asseoir pour conseiller les plus jeunes. J'ai sorti de ma poche la vieille photo de Thomas enfant, celle de l'anniversaire sans dents. À côté d'elle, j'ai placé une nouvelle photo, prise cet après-midi-là. Mon fils et moi sourions à l'appareil photo, lui avec son bras sur mes épaules, tous les deux devant la nouvelle boutique. « Vous savez, Madame Josette, m'avait dit Madame Geneviève plus tôt, parfois, il faut défaire toute une couture pour faire un modèle plus beau. » Elle avait raison. À 67 ans, j'avais défait toute la trame de ma vie et cousu une histoire nouvelle. Une histoire non seulement de succès dans les affaires, mais de redécouverte, de recommencement et de réconciliation. J'ai rangé les photos dans mon sac et je me suis levée, regardant une dernière fois la boutique avant de sortir. Les robes colorées se balançaient doucement avec la brise de la climatisation, comme si elles dansaient. Dans chacune d'elles, il y avait un morceau de mon histoire, de l'histoire de Madame Geneviève, de nos couturières, de nos clientes. Et maintenant, enfin, il y avait aussi un morceau de l'histoire de mon fils. Non plus le fils qui essayait de paraître parfait, mais le fils réel, imparfait et humain qui avait retrouvé son propre chemin vers la maison. J'ai fermé la porte à clé et je suis sortie dans la nuit tiède de Dijon, sentant le parfum des premières fleurs du printemps. Dans le ciel, les étoiles brillaient comme des paillettes sur une robe de soirée. Et moi, Josette, institutrice, retraitée, mère, entrepreneuse et éternelle apprentie de la vie, je marchais la tête haute, sachant que chaque pas avait valu la peine. Parce que parfois, il faut tout perdre pour se trouver. Parfois, il faut laisser partir pour pouvoir recevoir. Et parfois, seulement parfois, il faut atteindre 67 ans pour découvrir que la vie ne fait que commencer.